Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vous pensez vous lancer tout seul dans le merveilleux monde de l'entreprise et lancer votre société. Vous hésitez entre la micro, l'entreprise individuelle, la EURL ou la SASU. Eh bien, on va voir les différences, les points de vigilance, les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions ensemble tout de suite. Les amis, je me réjouis de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler des solutions qu'on a devant nous quand on veut se lancer tout seul dans l'entreprise, monter sa société ou pas, parce qu'en micro, on ne monte pas de société, et quels sont bien, les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise ou auto-entrepreneur, de l'entreprise individuelle. Je ne parle pas de l'EURL parce qu'elle n'est pas intéressante par rapport à l'EURL, donc vaut mieux faire une EURL, et la SASU, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. J'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai apprises au cours de mon parcours, pour partager avec vous aussi les erreurs que j'ai pu faire et vous éviter de faire les mêmes et ainsi de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors sans plus tarder, vous voulez vous lancer aujourd'hui tout seul dans un business, vous ne savez pas quel type de société vous allez faire, eh bien on va voir tout de suite ensemble comment. Alors, la première des choses qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que mon entreprise, je veux la faire en nom propre ou alors en société? En nom propre, ça va être la micro et l'entreprise individuelle. Quand je dis micro, c'est le régime auto-entrepreneur que beaucoup de gens connaissent autour de nous. Maintenant, ça s'appelle la micro-entreprise. Donc, quand on est en nom propre, en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, on ne crée pas une société en plus de nous, donc il n'y a pas de création de personne morale, tout est sur notre nom. Et donc, le premier des soucis, eh bien, c'est que notre patrimoine professionnel est confondu avec notre patrimoine personnel. Et donc, si tout va bien, mais si tout va mal pour le business, eh bien, le problème, c'est que les créanciers, eh bien, ils vont pouvoir aller vous chercher sur votre patrimoine personnel. Et si vous êtes marié ou pacsé, suivant votre régime, eh bien, même aller chercher sur le patrimoine de votre partenaire ou de votre époux ou épouse. Donc, pour moi, c'est vraiment déjà la carton rouge. J'aime pas trop ça. Après, bien sûr, si vous voulez prendre ce risque, vous êtes sûr de votre coup, ça peut être une solution à prendre en considération. Mais pour moi, je préfère vraiment limiter mon risque. Mon risque professionnel, je le prends avec l'argent que je vais apporter à la société, le capital social, le compte courant d'associé. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, je vous invite à aller voir l'épisode sur le compte courant d'associé. Mais en gros, je vous dirais, moi je préfère quand même la solution de monter une société, c'est-à-dire qu'on crée une personne morale à la différence de notre personne physique, et c'est cette personne morale qui est responsable des dettes. Et donc votre patrimoine personnel est séparé de votre patrimoine professionnel, car celui-ci va appartenir à la société qui, bien sûr, vous appartient. L'avantage de cela, c'est que, bon, bien sûr, à moins qu'il y ait des actions frauduleuses de votre part ou une faute de gestion, eh bien, les créanciers, si ça se passe mal, ne vont pas pouvoir venir vous chercher sur votre patrimoine personnel. Vous ne perdrez que ce que vous avez mis dans la société en capital social et en compte courant d'associé. Cette protection, pour moi, c'est très important. Donc si on regarde un petit peu en termes de protection de notre patrimoine personnel, le pire, c'est la micro et la société en nom commun, où là, tous les associés de cette société sont redevables des pertes de la société sur leur patrimoine personnel, sur toutes les pertes de la société, c'est-à-dire que ce n'est même pas à hauteur des parts, c'est-à-dire que si on a deux associés que la SNC se plante et qu'il y en a un qui disparaît, l'associé qui reste va devoir payer tout, même s'ils étaient à 50-50. C'est Bernard Tapie qui utilisait les SNC parce qu'il allait voir les banques, il disait c'est moi, c'est Bernard Tapie, c'est sur mon hôtel particulier, mon Picasso, il n'y a pas de problème, je prends les risques. Donc ça peut être une solution, mais moi je vous avoue, je préfère pas prendre ce risque-là. Ensuite, il y a la SCI. Pourquoi la SCI un peu moins? Parce que la SCI, elle est transparente en termes de dette.
C'est-à-dire que le banquier, si vous ne payez pas le prêt de la SCI, va venir vous chercher vous sur votre patrimoine personnel et il va vous prendre votre voiture ou votre maison au besoin. Par contre, c'est à hauteur bien, de vos parts de SCI. Si vous êtes associé à 50-50, bien, le banquier ne va venir vous chercher en principe que sur 50% des pertes de la SCI. Donc un petit peu plus protégé, mais pas protégé vraiment. Ensuite, on a l'EIRL, où là, on a le RL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc on a le responsabilité limitée, mais au final, on a un petit peu de protection du patrimoine, mais pas tant que ça quand on gratte un peu. Donc vaut mieux partir sur une EURL. Et alors pourquoi j'ai mis l'EURL un peu moins que la SASU? Eh bien c'est parce que la SASU, bêtement, vous perdez ce que vous avez mis dans la société si ça plante. Pas de souci. En EURL, vu que vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants, eh bien, si vous vous êtes donné des rétributions, mais que vous n'avez pas payé les cotisations sociales parce que ce n'est pas immédiat, c'est décalé, et que la société plante entre-temps, eh bien, la sécurité sociale des indépendants, via l'URSSAF, va venir vous chercher, vous en perso, pour payer ces cotisations sociales. Donc, un petit peu moins de protection, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous prendre votre maison. Donc, moi, personnellement, je préfère SASU et EURL pour ce côté de protection de mon patrimoine personnel, séparation des patrimoines, et on va le voir aussi pour d'autres avantages. Ensuite, on va parler de la fiscalité. Alors en micro ou en auto-entrepreneur, on est imposé sur la totalité du chiffre d'affaires. Alors bien sûr, suivant le type d'activité qu'on a, on a un abattement, etc. Mais on ne calcule pas quelles sont les charges de fonctionnement de la société. Si on est dans de l'achat-revente, combien on achète, combien on revend, etc. Non, on est imposé sur le chiffre d'affaires. Donc si on a très peu de charges, ça peut peut-être être intéressant. Mais la plupart du temps, c'est peut-être mieux d'être imposé sur le résultat. Je le rappelle, le résultat, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, toutes les dépenses qu'on a pour faire fonctionner la société. Donc, une fois de plus, pour moi, un petit moins pour la micro et l'auto-entrepreneur. Ensuite, on a l'entreprise individuelle où là, on est imposé sur le résultat. De la même façon, qu'en EURL et en SASU, on est imposé sur le résultat. Le résultat, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges, et on va donc être imposé que sur ce qui reste là. Plus on a de ventes, plus on a de chiffre d'affaires, plus le résultat va grimper, mais plus les charges augmentent, plus le résultat va réduire. Et donc on peut un peu, de façon bien sûr légale, gonfler les charges pour réduire le résultat et réduire son imposition, sachant que les salaires sont des charges. Les salaires et rémunérations sont des charges. Donc si on augmente son salaire, on augmente les charges et donc mécaniquement on va réduire son résultat et l'impôt sur les sociétés correspondant. Ensuite, toujours sur le chapitre de la fiscalité, il faut savoir qu'en micro-entreprise, en auto-entrepreneur, on déclare les revenus sur l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'imposition de la société parce qu'il n'y a pas de création de société. Donc, on déclare tout sur son impôt sur le revenu. Donc, si on a une micro-société mais qu'on gagne déjà bien sa vie, ça peut nous faire grimper d'une TMI. Donc, on va voir une augmentation du taux auquel on est imposé. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Ensuite, de même, avec une entreprise individuelle, par défaut, elle est à l'impôt sur le revenu, donc on a le même problème. Par contre, on a une option qu'on peut exercer et passer à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, comment il se calcule? C'est très simple. Jusqu'à 42 500 euros de résultat, on a 15% d'impôt sur les sociétés. Et sur la part au-delà des 42 500 euros, on paye 25% d'impôt sur les sociétés. Donc c'est toujours bien de faire un peu ces calculs en fonction du prévisionnel pour voir lequel est le plus intéressant afin de vous faire jouer l'option impôt sur les sociétés ou de rester à l'impôt sur le revenu, sachant que, une fois de plus, si vous avez déjà une activité salariée et que cette entreprise individuelle est en plus, ces revenus vont être en plus de vos salaires et ça risque de vous faire peut-être grimper dans une tranche marginale d'imposition supérieure et donc augmenter le taux auquel vous êtes imposé. Ensuite, en URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, on est par défaut à l'impôt sur le revenu avec une option également à l'impôt sur les sociétés. Et à l'inverse, en SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle, par défaut, on est à l'impôt sur les sociétés, mais dans les 5 premières années, on peut exercer une option pour être à l'impôt sur le revenu, et cette option
peut durer jusqu'à 5 ans, on peut bien sûr la révoquer. Par contre, si on la révoque, on ne peut plus jamais y revenir et ce n'est que pendant les 5 premières années qu'on peut utiliser cette option. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas utilisé dans les 5 premières années, vous serez à l'IS pour toujours. Petit rappel, juste que vous compreniez ce dont je parlais, l'impôt sur le revenu, il se calcule selon un barème progressif que vous avez à l'écran. Et donc plus on gagne d'argent, plus on monte de tranche en tranche, et donc plus le taux auquel on est imposé augmente. Comment ça fonctionne? Si on déclare 30 000 euros, les premiers 10 000 euros et des brouettes vont être imposés à 0%. Ensuite, la tranche jusqu'à 27 000 et des brouettes va être imposée à 11%. Et la tranche au-dessus, entre 27 et 30 000, va être imposée à 30%. Donc, si vous ne déclarez par exemple que 25, mais que vous avez une nouvelle activité et qui vous rapporte, je ne sais pas, 10 000 euros, vous allez déclarer 35 et donc vous allez basculer sur la tranche marginale d'imposition à 30% et donc vous allez être imposé à 30% sur cet argent que vous avez fait. Donc toujours se poser la question, est-ce que c'est bien intéressant, sachant que l'IS, comme on l'a vu, c'est 15% d'abord jusqu'à 42 500 euros et 25% après. Donc toujours, une fois de plus, comme je le disais, se poser la question, faire ses calculs, faire un prévisionnel et se dire quel est le plus intéressant. Vous l'avez compris, pour moi, souvent l'IS c'est le mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution pour vous. Alors comme vous l'avez compris, moi je préfère quand même une EURL ou une SASU. Je pense que le régime micro, ça peut être très intéressant si on veut tester une idée, qu'on est par exemple employé, on est salarié, qu'on veut tester une idée de business, qu'on veut commencer sans avoir toute la bureaucratie, parce que c'est très simple à lancer une micro-entreprise. Donc on n'a pas besoin de comptable, on a une comptabilité simplifiée. Donc pour tout ce côté plus simple, ça peut être intéressant de tester l'idée, de voir comment ça fonctionne et très rapidement, si ça fonctionne, de basculer sur une véritable société. Pour moi, l'entreprise individuelle, ça a vraiment peu d'intérêt. D'avoir étudié la chose, j'ai pas vraiment vu l'intérêt par rapport à une vraie société URL ou SASU. Et donc, mon conseil, c'est si vous voulez vraiment faire un vrai business et que vous lancez, c'est mieux tout d'abord, pour la protection de votre patrimoine, de créer une société, une personne morale au travers d'une SASU ou alors d'une URL. Donc maintenant, on va parler du statut du dirigeant quand on est en EURL ou en SASU. En URL, le dirigeant est considéré, on appelle ça un gérant, il est considéré comme un TNS, travailleur non salarié, il dépend donc de la sécurité sociale des indépendants et sa rémunération, c'est bien une rémunération, ce n'est pas un salaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche de paie qui est établie. Tout simplement, quand vous êtes gérant de URL, vous versez de l'argent du compte de la société sur votre compte et ensuite, en fonction de ce montant-là, vous allez devoir plus tard payer des cotisations sociales. En SASU, c'est différent. Le dirigeant, c'est le président. Et le président est considéré comme un assimilé salarié. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les avantages des salariés. En particulier, on ne cotise pas à l'assurance chômage. Donc si on se retrouve sur la paille, on n'aura pas d'aide de Pôle emploi. On est assimilé salarié, mais ça veut dire que notre rémunération, c'est un salaire et donc il va y avoir une fiche de paie qui va être faite. Qui dit fiche de paie déjà dit on va devoir payer un comptable pour établir cette fiche de paie et donc on va voir des coûts. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand on compare les charges sociales qu'on a à payer quand on se rémunère en URL ou en SASU, les choses ne sont pas pareilles. En URL, on est donc travailleur non salarié. Donc qu'est-ce qui se passe? Si je veux me mettre 100 euros dans la poche, combien ça coûte à la société? Eh bien, des retenues salariales, il n'y en a pas, parce que ce n'est pas un salaire, comme on l'a vu, et donc les retenues salariales, c'est ce qui fait la différence entre votre salaire brut et votre salaire net. C'est 28%. Et donc, il n'y a pas ces retenues salariales, il n'y a que les charges patronales à hauteur de 46%. Ce qui fait que si je veux me mettre 100 euros dans la poche, ça va coûter à la société 146 euros. Mais comme on l'a vu, la rémunération d'un dirigeant, c'est une charge qui est déductible de son résultat. Ce qui fait que on a un certain chiffre d'affaires, mais on se paye, c'est une charge, ça va réduire notre chiffre d'affaires et donc le résultat. Donc on va faire une économie mécaniquement d'impôt sur les sociétés. Donc suivant que l'on est à l'impôt sur les sociétés
à 15 ou à 25%, on va faire une économie d'impôt sur les sociétés de 22 à 37 euros. Donc au final, le coût réel pour la société n'est pas de 146, mais de 123 euros si on est à l'IS à 15% et de 108 euros si on est à l'IS à 25%. Donc c'est vraiment à prendre en considération parce que comme on l'a vu, on pensait se mettre 100 euros dans la poche que ça coûte 146, mais en fait ça ne coûte que entre 123 et 108 euros. Plutôt intéressant. Bien sûr, ces 100 euros qu'on met dans la poche, on aura un impôt sur le revenu à payer dessus. Maintenant, comparons avec le président en SASU. Comme on l'a vu, c'est un assimilé salarié. Il a tous les avantages d'un salarié, sauf la protection chômage. On va devoir établir une fiche de paie, et donc qui dit fiche de paie dit salaire net et salaire brut. Le net, c'est les 100 euros qu'on veut se mettre dans la poche. Et bien pour arriver au brut, on rajoute 28%. Donc on est déjà à 128 euros de coût pour la société. Mais sur ces 128 euros de salaire brut, il va falloir rajouter les charges patronales de 46%. Ce qui fait qu'on va avoir 58 euros en plus. 128 plus 58, on a un coût total pour la société de 186 euros. Comparé aux 146 euros en EURL, on voit bien l'avantage de l'EURL. Par contre, sachez que en EURL, on cotise à la sécurité sociale des indépendants, dont la protection sociale est un peu moindre. Les cotisations retraite sont moindres que quand on est salarié ou assimilé salarié. Et également, en termes de prévoyance, si par exemple vous avez un accident, vous ne pouvez pas travailler, à ma connaissance, on a 3 jours de carence quand on est assimilé salarié. Quand on est à la sécurité sociale des indépendants, il y a 7 jours de carence. Donc la protection sociale est un peu moins intéressante en URL, mais on peut considérer, par exemple pour la retraite, cotiser à une retraite complémentaire ou faire un PER. Il y a différentes façons de combler la différence de cotisations et d'avantages sociaux que l'on a par rapport aux dirigeants de SASU. Le dirigeant de SASU, le président, en tant qu'assimilé salarié, il dépend du régime général de la sécurité sociale. Il paye toutes ses cotisations qui sont plus élevées, mais il a une protection sociale qui est plus élevée également. Une cotisation retraite qui est également plus élevée. Comme je le disais, je me répète, la seule chose, la différence avec un salarié, un vrai salarié, c'est qu'il n'y a pas, pour les bas salaires, de réduction des cotisations sociales, comme ça peut être le cas si vous avez un employé, et également pas de cotisation à Pôle emploi. Donc si la société ne fonctionne pas, que votre activité plante, vous n'aurez pas d'aide au retour à l'emploi. Pour en finir avec la SASU, bien sûr de la même façon qu'en EURL, la rémunération du dirigeant est une charge, et bien en SASU, la rémunération du président est une charge. On a de façon mécanique une économie d'impôt sur les sociétés car notre résultat était réduit en se versant une rémunération, un salaire. Suivant que l'impôt sur les sociétés soit de 15 ou de 25%, l'économie d'impôt donc va être de 28 à 47 euros. Donc au final, le coût réel pour la société est de 158 euros avec un IS à 15% ou de 139 euros avec un IS à 25%. Donc ça reste plus élevé que le URL. Toujours se poser la question, ok, EURL, je paye moins, c'est-à-dire que pour me mettre dans la poche de l'argent, ça coûte moins cher à la société, mais j'ai un peu moins d'avantages sociaux. En SASU, on a plus d'avantages sociaux, mais par contre, comme vous l'avez vu, si vous voulez vous payer 1 euro, ça coûte 1,86 €, c'est énorme. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi les patrons demandent toujours une réduction des charges patronales. Ensuite, en termes de rémunération, on a aussi les dividendes. Alors, pour se verser des dividendes, il faut déjà avoir fait un exercice comptable, et cet exercice se doit d'être bénéficiaire. On a vu sur l'épisode sur la différence entre la trésorerie, le chiffre d'affaires, le résultat, et le bénéfice. Comment ce bénéfice se calcule-t-il? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le consulter. Et donc, si la société a fait du bénéfice, elle peut verser des dividendes. On va partir de la SASU. Là, c'est très simple. Si on se verse 1000 euros de dividendes, le système est très simple. Flat tax de 30%, qui est composé de 17,2% de charges sociales et de 12,8% de prélèvements forfaitaires libératoires. C'est un impôt sur le revenu forfaitaire. Eh bien, une fois qu'on a payé ces 30%, on n'a plus d'impôt sur le revenu à payer. Donc, sur les 1000 euros qu'on s'est versés, on aura
700 € net dans la poche. En URL, c'est le même principe, sauf que on peut se verser des dividendes à hauteur de 10% du capital social. Ce qui fait que si vous avez un capital social de, admettons, eh bien 500 €, vous pouvez vous verser 50 € de dividendes en payant bien sûr sur ces 50 € la flat tax de 30% qui va être de 15 €. Donc vous allez vous mettre 35 € dans la poche. Au-delà de ces 50 €, alors ce n'est pas seulement 10% du capital social, c'est aussi le montant des comptes courants associés. Pour être vraiment dans le détail, pour ceux qui ne connaissent pas le compte courant d'associé, je vous invite à aller consulter l'épisode dessus, très intéressant. Donc, en gros, on a ces 10% du capital social et des comptes courants d'associés. Au-delà, eh bien, on va payer la flat tax, mais on va être soumis à des charges sociales à hauteur de 40%. Donc autant vous dire que là, ce n'est pas du tout intéressant. Vaut mieux se payer en rémunération, comme on l'a vu avant. Donc petite synthèse, comme on l'a vu, les points de vigilance, c'est première chose, la protection du patrimoine. Très important. Ensuite, si on monte une société, eh bien, se poser la question du statut du dirigeant. Est-ce qu'on préfère être travailleur non salarié, dépendre de la sécurité sociale des indépendants, ou alors est-ce qu'on préfère être assimilé salarié? Et là, on va dépendre du régime général de la sécurité sociale qui a quand même un peu plus d'avantages. Ensuite, il faut se poser la question du coût de la rémunération, comme on vient de le voir. Et enfin, eh bien, la fiscalité, c'est-à-dire est-ce que je vais être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. C'est pour ça qu'il est important eh bien, de faire un prévisionnel et en fonction du prévisionnel, eh bien, commencer au travers des simulateurs qu'on a sur impôt.gouv.fr pour l'impôt sur les revenus et après pour faire le calcul pour l'impôt sur les sociétés, vous pouvez le faire avec une calculette, c'est très facile, et bien voir où se placent les curseurs pour vous, quelle est la meilleure des solutions. Alors une petite illustration. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a une idée, il se dit c'est bon, je me lance. Il est aujourd'hui employé, il voit avec son employeur et il obtient une rupture conventionnelle. Ça veut dire qu'il va pouvoir s'inscrire à Pôle emploi et suivant la durée pendant laquelle il a travaillé, il va pouvoir prétendre à des droits de la part de Pôle emploi, ce qu'on appelle l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. S'il est dans ce cas-là, eh bien, mon conseil, ce serait de monter d'abord une SASU. Pourquoi? Eh bien, quand on monte une SASU, on ne se verse pas de rémunération, on ne paye rien. On ne paye pas de charges sociales, on ne paye pas de charges patronales. On touche donc son aide au retour à l'emploi. On peut commencer à faire fonctionner dans notre société. On ne va pas se verser de salaire. Et donc, pas de charges sociales, pas de charges patronales à payer pour la société. De rémunération zéro, eh bien, coût pour la société, zéro. Sachez qu'en URL, même si vous ne vous payez pas, eh bien, la première année, vu que vous bénéficiez de l'ACRE, qui est une réduction des charges patronales, eh bien, vous allez devoir de toute façon payer à l'URSSAF 1600 € à peu près. Et la deuxième année, vous allez devoir, même si vous ne vous payez pas, si vous ne vous versez aucune rémunération, vous allez devoir payer 4000 € de cotisation sociale. Donc c'est pour ça que la SASU, dans ce cas-là, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous, vu que vous étiez employé, eh bien, vous pouvez demander la portabilité de votre mutuelle pendant 12 mois. C'est un droit. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 12 mois? Eh bien, on continue avec la SASU, on peut continuer bien sûr avec les droits pour l'emploi, parce que ça va jusqu'à 24 mois, voire 36 si on a plus de 55 ans, je crois. Donc, au bout de ces 12 mois, quand la portabilité de notre mutuelle s'arrête, eh bien, c'est intéressant de mettre en place une prévoyance. Ensuite, ce qu'on peut considérer faire, c'est que si on a un résultat qui est bénéficiaire, dans la SASU, on peut toujours se dire ah ben, je me verse un ou deux bulletins de salaire dans l'année. Bien sûr, on va le déclarer à Pôle emploi, mais Pôle emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ah ben, vous avez pris 2000 € au mois de juin et vous avez pris 2000 € au mois de septembre, donc ces 2 mois-là, vous n'allez pas toucher votre aide au retour à l'emploi, mais ces allocations, elles ne sont pas perdues, elles sont décalées dans le temps, et donc si vous aviez 24 mois d'indemnisation et que vous vous payez 2 mois avec votre SASU, eh bien, vous allez avoir 26 mois au total d'indemnisation, 2 mois qui ne seront pas payés, mais le report sera fait au bout. Donc vous pouvez rallonger l'aide
et le support que vous donne Pôle emploi. Ça peut être quelque chose aussi à prendre en considération. Bien sûr, le coût de ce salaire va être élevé, mais ça permet de prolonger la protection sociale également que vous avez au travers de Pôle emploi. C'est quelque chose à prendre en considération. Ensuite, une autre chose qu'on peut considérer faire, eh bien, au bout du 15e mois, pourquoi le 15e mois? Eh bien, parce que, comme on l'a dit, pour se verser des dividendes, il faut avoir fait un premier exercice qu'il soit bénéficiaire, et l'exercice se terminant la plupart du temps au 31 décembre, on va avoir 3 à 6 mois pour faire notre assemblée générale et décider de l'affectation du résultat et donc du versement de dividendes. Donc j'ai mis 15 mois, ça pourrait être 18 mois. C'est à peu près dans cette période-là, donc on peut considérer se verser des dividendes, car pour Pôle emploi, alors si vous êtes inscrit à Pôle emploi, c'est toujours bien de demander un rescrit, parce que certains Pôle emploi n'aiment pas qu'on se verse des dividendes, même si l'administration fiscale ne considère pas ça comme un salaire. Donc s'assurer que ce n'est pas un problème pour son Pôle emploi, juste poser la question et demander un rescrit, une lettre écrite de votre conseiller vous assurant que si vous vous versez des dividendes, cela n'influera pas sur le versement de votre allocation de retour à l'emploi. Et donc vous pouvez vous verser des dividendes en plus de votre allocation au retour à l'emploi. Ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, dernière étape, eh bien, c'est de se dire on peut basculer à l'EURL au bout des 24 ou 26 mois si on a rallongé notre ARE en se versant des salaires au travers de la SASU. Transformer une SASU en EURL, c'est pas très compliqué, ça coûte pas très cher. Et donc là, on bascule sur un statut de travailleur non salarié. Et comme on l'a vu, le coût de la rémunération, quand on veut se payer 1 euro, au lieu que ça coûte 1,86 € dans le cas de la SASU, sans compter l'économie d'impôt sur les sociétés, eh bien en EURL, ça va nous coûter 1,46 €. Donc ça peut être intéressant de basculer sur ce mode de société à ce moment-là. Un autre exemple serait de se dire on n'est pas un ancien employé, on n'a pas de droit à Pôle emploi, eh bien le mieux à ce moment-là, c'est de commencer directement en URL et de profiter donc de l'ACRE, de la réduction de charges sociales la première année. Donc on va pouvoir se rétribuer un minimum, on va payer au minimum 1 600 € de cotisation sociale, mais de toute façon le coût de cette rémunération sera toujours moindre que le coût de la rémunération si on était en SASU. Donc voilà les amis, pour ceux d'entre vous qui songent à se lancer dans l'aventure du business de l'entrepreneuriat, j'espère que je vous ai donné quelques pistes de réflexion et quelques éclaircissements sur quel type de société choisir. En gros, entreprise individuelle pour moi c'est un no-go. Pas besoin d'y aller, c'est pas très intéressant. Bon, j'ai peut-être tort, hein, mais d'avoir étudié la chose, je ne vois pas l'intérêt. Vaut mieux faire une micro si vous voulez tester une idée, que vous êtes salarié, vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous ne voulez pas vous embêter avec de l'administratif et de la comptabilité, etc. Par contre, si vous voulez vraiment passer le pas et vous lancer, eh bien, comme on vient le voir, ça peut être la SASU si vous profitez de droits Pôle emploi, ça peut être l'EURL si vous ne profitez pas de ces droits-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez trouvé ce contenu intéressant. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que ça pourrait aider. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Vous pouvez me poser une question en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mettez-moi un petit like, ça me mettra le sourire. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.